Clotilde Marchand, bonjour. Bonjour. En quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quel est votre domaine de recherche? Alors, je suis professeure de sociologie, enseignante-chercheuse à l'Université de Lille, au CLERC, le laboratoire. Je travaille depuis... mes dernières recherches ont concerné les jeunes en formation technique, les jeunes en lycée professionnel, en CFA, Centre de formation d'apprentis. Et je me suis intéressée à toutes les formations, niveau bac et en deçà. Avec un angle d'approche, c'est la question du genre, la question des sexes, rapports sociaux de sexe. C'est-à-dire que ces formations, elles sont ouvertes aux deux sexes depuis la loi de 1975, qui en fait une obligation juridique. Il n'y a plus des formations de filles, des formations de garçons. Et pourtant, j'ai constaté, avec d'autres, qu'il y a toujours une sorte de garde-triage dans certaines formations selon les filles et les garçons. Donc j'en ai fait l'objet de plusieurs enquêtes, d'une longue recherche, d'une longue série de recherches, jusqu'à un livre qui s'appelle « Unique en son genre, filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles », qui est paru en 2017. Et donc à la question « Les métiers anti-insectes », quelle est la réponse que vous apportez? Alors je dirais oui et non, et ça fait un peu parole de Normande, que je suis initialement, mais voilà. Non, d'abord parce que non, en soi, un métier n'est pas masculin, n'est pas en soi ontologiquement féminin. L'anthropologie montre qu'il y a plein de tâches qui, selon les pays, aussi les sociétés, les ethnies, sont des fois faites, la vannerie, et dans certaines régions faites par des hommes, dans d'autres par des femmes, la poterie, etc., etc. Donc, en soi, les métiers n'ont pas un sexe. Mais oui, de fait, statistiquement, puisque si on prend un certain nombre de métiers variés, on voit par exemple qu'aujourd'hui encore, les hommes sages-femmes sont très rares, la part des hommes reste très marginale, à peine 3% des sages-femmes en 2021, alors il y a des variations régionales, mais c'est vraiment très très faible. Quand on regarde les femmes dans les collectivités territoriales, eh bien, elles représentent 61% des agents territoriaux. Et pourtant, elles sont juste 97%, à être dans les métiers d'accompagnement de l'enfance. Donc, elles sont très, très majoritaires. Et elles sont seulement 6% parmi les jardiniers. Elles sont seulement 11% parmi les ouvriers polyvalents de maintenance des bâtiments. Ça dessine vraiment, par exemple, pour des mairies de grandes villes, des métiers aussi, et en amont des formations, qui sont très compartimentés entre hommes et femmes. Autre exemple, la coiffure. Hommes et femmes se font coiffer, mais 88% des salariés en coiffure sont des femmes. Si je prends les chiffres clés 2019-2020 de l'Union nationale des entreprises de la coiffure. Voilà. Dans le domaine de l'ingénierie, il y a aussi des changements là, parce que effectivement les choses ne sont pas figées. Mais ces changements font effectivement que les femmes parmi les ingénieurs aujourd'hui ne suscitent plus l'étonnement. Elles étaient seulement 15% en 2002, elles sont 20% en 2010. Mais on voit quand même des grandes variations. Si les femmes sont maintenant très nombreuses parmi les ingénieurs agronomes dans les sciences du vivant, elles sont beaucoup plus rares, par exemple en mécanique. Et puis on voit aussi des régressions, par exemple en informatique. Et il y a 30 ans, un tiers des informaticiens ou des personnes dans l'informatique étaient des femmes. Maintenant, c'est plus que 15%. Voilà. Donc il y a vraiment des métiers du coup qui statistiquement sont masculins ou féminins. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les métiers, ils ont un sexe de fait, mais ils peuvent aussi en changer. Et là, quand on reprend l'histoire, les travaux de recherche en histoire, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, Delphine Gardet qui montrait que le métier de secrétaire, finalement, était d'abord masculin avant de devenir l'archétype du métier féminin dans les années 1950-1960. La machine à écrire, c'est d'abord un outil utilisé par les hommes au début du XXe siècle. Alors, on voit bien qu'avec rien n'est figé. On voit bien aussi que l'argument biologique ne tient pas. Ça n'est pas seulement biologique, puisqu'il y a toutes ces variétés au sein même d'un siècle, dans une même société ou entre sociétés. Donc, il y a bien des questions de société, d'organisation des sociétés, des groupes humains, qui sont donc à l'œuvre là-dedans. On voit que les choses ne sont pas figées, mais on voit aussi quand même des résistances, des fois, au changement en la matière.
Et alors finalement, est-ce que c'est si important d'apporter une réponse à cette question? Parce que, pour le dire autrement, est-ce qu'on ne devrait pas être complètement indifférent au fait qu'il y a des métiers qui soient beaucoup plus féminins ou masculins ou inversement? Est-ce qu'il y a un véritable enjeu ou pas du tout? Tout à fait, c'est tout à fait intéressant. C'est la question finalement à la racine hein, de ce sujet. Finalement, est-ce que c'est si grave? Alors, c'est important, oui. L'ouverture des métiers aux deux sexes, c'est important. C'est important d'abord pour les libertés individuelles. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui des compétences individuelles, d'accompagner les élèves, les apprenants très individuellement à avoir leurs propres compétences très singulières. Ça commence par ça, hein, je dirais, avoir tout simplement à faire valoir le libre choix de sa formation, puis ensuite plus tard de son métier. Hein. C'est une question de respect de la liberté. Et puis c'est aussi important pour les questions économiques et sociales également, pour éviter tout simplement l'engorgement des femmes dans quelques métiers, hein, des métiers d'employés peu qualifiés souvent. Elles sont très nombreuses, auxiliaires de vie, aides-soignantes, aides-ménagères, travaillant dans les EHPAD hein, aussi. Et donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, parmi les femmes en emploi, 1 sur 2 est employée. Hein, et souvent donc dans des métiers peu payés, peu qualifiés, peu reconnus, dont on a vu le côté essentiel pourtant très récemment. Hein. Alors voilà, donc l'ouverture d'un éventail des métiers est important aussi pour éviter ce surchômage qu'on a connu très longtemps à propos des métiers féminins. Et donc selon vous, quels sont les principaux obstacles à plus de mixité à la fois dans les formations et dans les métiers? Alors, il y a vraiment un aspect systémique de la question. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une pluralité de facteurs qui fondent ces obstacles. C'est une question de culture familiale. Hein, les familles bloquent lorsqu'il y a des portes ouvertes dans des lycées. J'ai plein de témoignages d'enseignants Hier, on avait encore dans l'atelier un témoignage d'une personne au RH de Standard qui disait on a ouvert des formations peintres en bâtiment. Les familles résistent à laisser leurs filles faire ces formations. Il y a des freins familiaux. Il y a des freins dans les médias, c'est-à-dire les médias cultivent aussi des idées, des stéréotypes aussi, hein, des images toutes faites, des idées quelquefois aussi que... il y a quand même beaucoup à dire hein, sur les images des femmes et des hommes. Hein. Il y a aussi des freins, c'est peut-être moins connu, mais aussi au sein même des mondes enseignants hein, et des formateurs. Hein. J'ai fait pas mal d'enquêtes dans mon livre, tout un long chapitre hein, sur les personnels de l'éducation nationale, des CFA, et il y a des réserves, où il y a de l'indifférence face à cette question-là, où il n'y a pas forcément de prise de conscience de l'ampleur de ces enjeux hein, que je viens de souligner. Et puis, il y a aussi du déni. Hein, parmi certaines enseignantes aussi, comme dans l'ensemble du monde des autres mondes professionnels aussi. Hein. Il y a aussi des réserves de certains garçons, pas tous, hein, mais on voit bien les jeunes femmes que j'interroge qui sont atypiques justement, qui sont rares filles dans les formations de mécanique, plasturgie, électronique, et elles me disent il faut avoir du caractère, on est testé. Hein. Alors ça ne veut pas dire que tous les garçons de la classe sont durs avec elles, mais quelques-uns sont vraiment dans une forte résistance. Et puis on peut le voir aussi dans le reste de la société. Et si on dit qu'il y a des règles de parité en politique, ça veut dire qu'il faut que des hommes acceptent sur la liste de se mettre en retrait, de ne pas se présenter pour que des femmes se présentent. Est-ce que tous veulent bien laisser leur place ? C'est pas forcément le cas. Il y a aussi de l'autocensure de la part des jeunes femmes, on en parle assez facilement. Hein. C'est vrai, oser, avoir l'audace de se projeter à 2 ans, à 5 ans dans ce que l'on fait. Hein. Donc il y a tout un ensemble qui est bien bâti au terme des représentations. C'est en fait le poids des représentations dont une anthropologue célèbre, hein, Françoise Héritier, a montré le poids hein, dans son livre Masculin, féminin. Hein.
Il y a vraiment, effectivement, la difficulté de briser les frontières qui serait nécessaire pour une innovation en ces questions, ce qui est bien le programme au cœur du programme des innovantes de la formation ces jours-ci. C'est bien le poids des représentations qui n'est pas facile à changer. Il faut accepter aussi que ça ne change pas non plus. Les choses ne changent pas comme ça, simplement en un an, c'est sûr. Des milliers d'années d'organisation en non-mixité de nos sociétés, c'est-à-dire des milliers d'années de séparation des hommes et des femmes, des gynécées, des espaces interdits aux femmes, des espaces interdits aux hommes, eh bien, c'est pas depuis 1975, simplement 30 ans, 40 ans, que les choses vont se bouleverser, se réguler à nouveau, trouver de nouvelles régulations respectueuses. Alors, il y a des actions qui sont menées pour ça. Il y a eu, à propos des métiers, des formations, dans les années 1989-90, la campagne « C'est technique, c'est pour elle ». Des campagnes d'affiches dans des lycées, des campagnes de présentation des métiers, par exemple, des hommes avec un bébé dans les bras, des femmes en bleu de travail, et puis avec une clé de 12 à la main, à la télévision. Il y a eu des campagnes. Il y a eu aussi des actions de l'ordre de la discrimination positive, par exemple, le prix de la vocation scientifique et technique, qui a disparu maintenant, mais qui, pendant une quinzaine d'années, consistait à donner une bourse de 1 000 € à une jeune femme qui, après le bac, partait faire une formation où elles sont minoritaires, comme femmes. Mais ça a été supprimé. Et puis, la discrimination positive, en France, elle fait question, elle fait débat. Pourtant, il y a eu aussi. Alors, il y a aussi la question des quotas. Est-ce qu'on peut faire des quotas? Ce qui est encore autre chose. Un peu aussi comme on a vu dans les lois parité en politique qui ont fait beaucoup de débats dans les années 2000. Beaucoup de personnes, à commencer par des féministes, disaient philosophiquement, je suis contre. Mais politiquement, pragmatiquement, si on n'agit pas, si on ne force pas un peu, c'est vrai que les changements vont pas se faire sans un petit peu de forcing, apparemment. Il y a eu aussi, par exemple, les ABCD de l'égalité, à propos des enfants en école maternelle, faire des séances un peu de petits philosophes où on abordait la question de l'égalité entre les enfants, de respect mutuel, entre autres, entre filles et garçons. Mais des actions comme ça, scolaires, ou dans les manuels scolaires aussi, c'est quelque chose qui a aussi affolé. Et le genre, il faut savoir que c'est une thématique qui est redevenue très politique depuis une dizaine d'années. Et donc, il y a des combats contre aussi. Il y a des mouvements, il y a aussi de l'activisme masculiniste, antiféministe, par des fois aussi certains courants religieux, catholiques, très traditionnalistes, de certains courants, pas tout le catholicisme, mais qui ont qui ont cultivé un peu une espèce d'approche un peu d'affolement, qui ont fait une culture de la panique, et qui ont paniqué, un certain nombre qui ont fait un peu de l'entrisme dans des associations de parents d'élèves et autres, et qui ont donc impliqué, cultivé un peu de l'affolement, jusqu'à demander à ce qu'il y ait massivement des journées de retrait de l'école. C'est quand même nouveau, ça. Ça rappelle les grandes heures de la Troisième République, où on s'attaquait à l'école même, l'école publique laïque et obligatoire. Là, on s'autorisait à retirer les enfants. Ça va loin quand même. Voilà, donc il y a de fortes résistances contre. Alors sans parler des débats en ce moment sur l'écriture inclusive, qui fait des débats dans chaque groupe professionnel, dans chaque petit microcosme professionnel, féminisé, masculinisé, ou mettre de l'écriture inclusive. Voilà, ça fait de grands débats, voire même des tensions et des conflits. Donc voilà, il y a des mouvements contraires. Donc tout ça explique les obstacles, je pense, à plus de coexistence des deux sexes dans les mêmes lieux, à commencer par les formations.